Je vais maintenant demander à Dr Stéphane Lecret de nous parler d'un sujet un peu plus complexe, entre guillemets, enfin, qui est souvent source d'incompréhension, entre guillemets, qui est bien sûr très, très recteur dépendant, qui est l'accueil des internes dans le privé. Moi, j'aurais tendance à penser que plus on offre aux internes de visions différentes et plus on leur donne envie de faire ce métier, mieux c'est. Stéphane, en dehors d'être médecin, est directeur de la recherche et de l'enseignement du groupe Ramsay et a une solide expérience de direction d'hôpitaux privés. Stéphane, parfait. Merci beaucoup de m'inviter à cette présentation et de pouvoir vous présenter un sujet qui me tient à cœur. Bien sûr, le précédent aussi, et Myriam a fait un excellent résumé de la situation dans le privé. Mais aujourd'hui, parler de l'enseignement et des internes me paraît un sujet primordial pour tous dans la formation de nos futurs médecins. Donc, juste un petit contexte historique, c'est qu'en fait, l'autorisation d'avoir des internes de médecine stage validés par les ARS n'existe que depuis la loi HPST, donc Roselyne Bachelot, pour ceux qui n'auraient pas noté que c'était celle-ci, qui a permis cette ouverture. Il y avait, et ça c'est depuis 2012, qu'on a pu commencer à avoir des internes. Alors, il y avait, moi j'en ai qu'un en tête, mais j'ai appris qu'il y en avait d'autres aussi. Historiquement, il y avait quelques établissements qui avaient une réputation, comme la clinique du Tonkin à Lyon, et qui avaient des internes parce que la faculté de Lyon considérait qu'il est important d'en envoyer. Mais ce n'était pas dans le cadre de la loi et c'était fait parallèlement. Donc, quel est le contexte aujourd'hui? C'est que les stagiaires sont toujours, les internes, sont toujours financés par l'hôpital. C'est toujours eux qui payent et ils sont sous la responsabilité, on va dire, administrative sur le plan salarial. L'établissement qui reçoit le stagiaire rembourse le salaire de l'hôpital et touche, comme l'hôpital, le fameux MIG par stage d'interne qui est en fonction de l'ancienneté de l'interne. C'est-à-dire que si un interne est en début d'internat, c'est une somme, je crois, de 16 000 €. Si c'est plutôt dans les 3 derniers d'internat, c'est un remboursement de 8 000 €. Aujourd'hui, je voulais, au niveau du groupe Ramsay, parce que je n'avais pas les chiffres consolidés au niveau privé, mais vous donner une image. Donc, le groupe Ramsay, c'est à peu près 123 établissements en France, MCO, santé mentale et SSR. Donc, aujourd'hui, on a, alors maintenant, aujourd'hui, ça c'est 2022, les chiffres ont augmenté, on a atteint les 1300 internes qui sont passés dans nos établissements. On a commencé petit en 2012 avec 33, mais on voit que la montée en charge a été assez rapide, puisqu'on est sur des chiffres importants, plus de 100 depuis 2015. Pour vous donner une idée, c'est-à-dire qu'on voit toutes les spécialités où nous avons des internes. On discutera, on pourra discuter après de la facilité ou de la difficulté à avoir des stages d'internes ouverts par les ARS. On voit que c'est bien sûr en lien avec le case mix principal des établissements de santé privés, un peu historique sur l'anesthésie, l'orthopédie. On le citait tout à l'heure pour le groupe L5, c'est une activité qui est importante aussi pour notre groupe. La médecine d'urgence, la cardiologie, c'est pour beaucoup la cardiologie interventionnelle, puisque nous avons de gros centres de cardiologie interventionnelle, MPR, oncologie, et on voit en effet, on est sur 23 ou 24 spécialités différentes au niveau des stages ouverts pour les internes. Encore quelques chiffres. La répartition. La répartition sont les régions, puisque alors, le groupe Ramsay n'est pas sur toutes les régions de France, on est essentiellement sur la partie nord, Normandie, Paris, le Dijonais, Lyon, Marseille et le sud-ouest, Toulouse et Bayonne, Biarritz. Mais on voit qu'il y a des grosses disparités, des grosses différences de répartition en fonction des régions. Et en effet, l'ouverture d'esprit par rapport à l'ouverture des stages des internes n'est pas du tout la même selon les régions et selon les spécialités. Il y a vraiment des endroits où c'est clairement fermé. Donc, on voit qu'en Île-de-France, Paris, Île-de-France Sud, alors il faut savoir que le groupe Ramsay, on est regroupé par territoire qu'on appelle des pôles.
Île-de-France Sud, c'est un pôle. Île-de-France Sud, c'est le sud de l'Île-de-France. Et parmi les internes, vous avez notamment l'hôpital privé d'Antony, qu'un bon nombre d'entre vous connaissent. Et c'est un hôpital qui reçoit un nombre d'internes très important chaque semestre. Mais on voit donc Paris aussi, on voit la zone de Lyon. Et on voit qu'il y a des zones entières, si on enlève l'Île-de-France, où il n'y a pas énormément de stages offerts. On voit qu'on en a aussi en santé mentale. Alors, les internes, quels sont les internes qui viennent chez nous? Parce que c'est important de connaître le profil, parce qu'on pourrait se dire, est-ce que c'est les internes en début ou en fin? On voit que la répartition, qu'on a plus de 50%, enfin, on va dire 50% des internes qui ont plus de 6 semestres d'expérience. Et pour nous, c'était important de le savoir parce que on voit cette volonté des internes d'aller voir ce qui se passe. Et ils sont pas loin, quelque part, de la fin de leurs études, pas loin de leur choix professionnel. Et ça, c'est un sujet, en fait, qui me tient assez à cœur et que je vais développer plus tard. Mais c'est important pour eux, à mon avis, de voir ailleurs aussi et de connaître ailleurs. Je suis un enfant de la PHP, puisque j'ai fait mes études à Paris, à la PHP Henri Mondor. Je suis arrivé dans un groupe privé après avoir fait une école commerciale de management médical à Subdeco Paris. Je ne connaissais pas le privé. Et l'image que j'avais du privé était celle que tout le monde avait. C'est-à-dire que pour moi, elle était catastrophique. Et en arrivant, il se trouve que mon premier poste, j'étais stagiaire à la clinique Jouvenet et je suis arrivé, on m'a présenté un médecin en me disant « Je vous présente Jean Judet ». Et j'ai dit comme la prothèse et on m'a dit ben, « Oui, c'est un des 2 inventeurs de la prothèse de hanche avec son frère ». Et j'ai commencé à avoir des établissements comme ça, puis après j'étais dans d'autres établissements en province, puis j'ai vu une réanimation. Une réanimation, oui. Quel est le pourcentage de patients intubés que vous avez dans votre réanimation? Oh, ben, à peu près 80%. Et là, j'ai commencé à me poser plein de questions. Et là, j'ai commencé à découvrir ce que pouvait être l'hospitalisation privée, quelles activités on pouvait avoir. Donc, comme l'a dit Dominique, j'ai dirigé pendant 23 ans des établissements du groupe, avant, il y a 7 ans, avoir été nommé par notre directeur général comme directeur recherche et enseignement. Et j'ai pu voir ce qui se faisait dans nos établissements avec le bon comme le moins bon. Et ça, je pense que voilà, il est important pour les internes aussi d'avoir cette image, de le connaître, parce que j'ai ce souvenir d'en avoir une image tellement catastrophique que j'aurais jamais été voir spontanément en hospitalisation privée. La répartition, on voit qu'on a 54% d'hommes, 46% de femmes. Alors, quels sont pour les axes importants qui sont valorisés par les stagiaires? Qu'est-ce qui ressort de nos stages? Ben, dans la plupart de nos établissements, il y a un accueil qui est fait de tous les internes au début. On présente l'établissement, notre fonctionnement, le fonctionnement de l'établissement, parce que pour eux, c'est souvent un peu une découverte. Il faut remarquer l'importance de l'accompagnement au quotidien. C'est-à-dire que nos équipes chirurgicales qui reçoivent des internes sont en permanence avec eux. Il y a un maître de stage qui est toujours en permanence avec eux. Ils ne sont jamais laissés seuls dans un service ou seuls au bloc opératoire ou en consultation. Donc, avec un échange permanent entre le senior et l'interne. Comme précisé dans la maquette, le seul positionnement qui est un peu ambigu, c'est celui du docteur junior. Alors, j'ai un fils qui est interne, il adore le titre de docteur junior. Je ne sais pas ce que l'Académie en pense, mais il l'a un peu en travers. Il a passé sa thèse l'année dernière, maintenant il est content, il est docteur junior. Bon, ce qu'il y a, c'est que clairement, dans la maquette, il est précisé qu'il faut donner de l'autonomie et de l'indépendance à l'interne. Il doit pouvoir commencer à consulter seul, à avoir des patients seuls et autres, ce qui, en activité libérale, par rapport à la responsabilité du médecin libéral, n'est pas évident. Mais nos praticiens jouent le jeu et globalement, ils font comme on fait à l'hôpital, comme on fait partout, ils jaugent la capacité d'autonomie de l'interne et petit à petit, ils le libèrent un peu et ils le laissent aussi avancer parce qu'il a besoin de prendre cette indépendance à la fin de ce fameux internat docteur junior. Ils apprécient souvent la polyvalence de la formation, c'est-à-dire qu'ils voient dans nos services des choses qu'ils ne voient pas forcément à l'hôpital et souvent il y a une polyvalence de l'activité des praticiens et c'est ça qu'ils trouvent souvent intéressant. Tout ce que je vous mets ici, c'est des choses qui sont dans des verbatims de commentaires faits par nos internes. Et du coup, ils découvrent et ils commencent à comprendre le modèle organisationnel, statutaire et économique de l'exercice libéral. Parce que c'est totalement inconnu quand on est étudiant. Pourquoi il me paraît important de continuer à développer, à défendre
Et je pense que tous, pas uniquement le privé, mais tous devraient défendre l'importance de faire des stages dans les établissements privés. Aujourd'hui, on a déjà, premier point, il y a une question de nombre. C'est qu'aujourd'hui, le numerus clausus a été supprimé, même si on sait tous, enfin nous on y est passé, mais on sait tous qu'il y a quand même une barre qui ne sera pas dépassée, mais le nombre d'internes augmente. Et donc le nombre de stages offerts aux internes se réduit, enfin, il ne se réduit pas, mais en fait, ils ont de moins en moins de choix. Alors, j'entends, ce n'est pas le débat aujourd'hui de dire, bah oui, mais l'interne, ce n'est pas grave, il a qu'à aller dans les déserts médicaux. Oui, d'accord, mais ce n'est pas ce qu'ils veulent. Ce n'est pas ce qu'ils ont envie de faire pour l'instant. Ils ont envie de se former aux endroits où ils vont apprendre le plus. Alors, je ne dis pas que dans un désert médical, on ne peut pas apprendre, parce qu'on apprend aussi une médecine pratique du quotidien. Mais il faut reconnaître que ce n'est pas non plus évident pour eux. Ils ont aussi un petit peu une vie, puis d'aller prendre sa voiture et d'aller dans certaines régions qui sont très étendues, dans le fin fond de la région. Ce n'est pas forcément simple pour eux. On l'a tous fait, on a tous eu des choses pas toujours faciles à faire, mais quand même, bon, ils veulent un peu plus de choix. Il y a aussi des activités sur lesquelles, au niveau de l'activité libérale, on a des chirurgiens leaders et où ces activités existent peu ou de moins en moins dans les centres universitaires. Je prends pour exemple la chirurgie de la main. Si vous prenez l'Île-de-France, pour se former en chirurgie de la main, dans un centre universitaire, ce n'est plus vraiment possible. Il n'y a plus de site de la PHP leader sur la chirurgie de la main comme il l'avait avant. En revanche, 80%, enfin, tous les SOS mains sont en secteur libéral. Sur l'anesthésie loco-régionale, on parlait de l'ambulatoire tout à l'heure, mais clairement, on a même des équipes d'anesthésistes chez nous qui ont monté un DU avec Paris 5 depuis 15 ans sur l'anesthésie loco-régionale. Et c'est vrai qu'au regard de l'activité, et notamment, je vais parler de la chirurgie de la main, il y a une maîtrise de l'anesthésie loco-régionale qui est importante. Et je reprenais aussi l'exemple de l'arthroscopie, parce que je me souviens d'une région, j'ai dirigé un établissement de groupe qui était en Normandie, où le leader de l'arthroscopie était sur un de nos établissements, et le CHU de Rouen et de Caen envoyait ses internes pour qu'ils se forment à l'arthroscopie au regard de l'activité qu'ils avaient. C'est des exemples, ça ne veut pas dire que ce n'est pas fait ailleurs, ce n'est pas fait dans les CHU, ce n'est pas ça que je dis. C'est qu'aujourd'hui, on est complémentaires et on peut apporter un plus dans ces formations. Et c'est pour ça que je disais, par exemple, que le secteur privé, on l'a dit tout à l'heure, était un secteur de référence dans certaines activités, notamment en chirurgie ambulatoire. Connaître le secteur privé, c'est aussi faciliter la collaboration hôpital, ville, les libéraux, parce que cette coopération, cette gestion de la médecine en silo est quand même un peu compliquée. Je vous rappelle juste une chose, en 2000, l'OMS avait placé la France première en santé, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et je ne sais pas si vous vous souvenez la raison pour laquelle elle l'avait placé en premier. C'était à cause, enfin c'était plutôt grâce, elle disait, à la mixité de son système de santé. Justement, la mixité entre le public et le libéral. Et je pense qu'aujourd'hui, on a de plus en plus mis les choses un peu en silo et le fait qu'il n'y ait plus ce mixage ville, hôpital et autres fait qu'aujourd'hui, on a une souffrance globale de la prise en charge des patients de celui qui est chez lui en ville et qui ne sait plus des fois où aller, il n'y a plus de lien entre les différents secteurs. Et si on ne se connaît pas, on ne se parle pas. Donc, l'importance d'avoir une connaissance d'activité libérale avant de faire son choix de carrière. Je vous rappelle que ça fait plus de 30 ans que le stage en libéral est obligatoire pour les médecins généralistes en France. Moi, il y a très longtemps maintenant que j'ai fait mes études, j'avais 1 mois obligatoire dans un cabinet de médecins traitants en ville. Maintenant, je crois que c'est 2 semestres. Je me trompe peut-être, mais je crois que c'est 2 semestres pour la médecine générale. Pourquoi ce n'est pas obligatoire pour un spécialiste de voir ce qui se passe dans le privé, en libéral, alors que l'on sait que ça représente 35% de l'activité globale en France, l'activité libérale. Et je me dis, mais dans toutes les écoles commerciales, industrielles, d'ingénierie, etc., on les envoie en entreprise pour qu'ils voient, pour qu'à la fin de leurs études, ils puissent faire des choix. Le but n'est pas de vider un secteur par rapport à un autre, c'est de connaître les différents secteurs et de pouvoir faire un choix. Alors qu'aujourd'hui, clairement, j'aurais peut-être réfléchi différemment, j'aurais fait des choses différemment si j'avais su ce qu'était le secteur libéral et privé à la fin de mes études. Alors, bien sûr, les internes soutiennent de plus en plus le fait de pouvoir développer des stages dans le libéral. L'ISNI travaille beaucoup sur le sujet.
Il faut savoir que si nos stages, on les garde, c'est parce qu'en fait, ils apprécient les stages. Si un stage n'est pas apprécié, je peux vous assurer qu'il est très, très vite fermé. Et donc, pour conclure un petit peu, ben voilà, il y a des régions encore très réticentes, il y a des régions qui refusent que les internes aillent en stage en libéral. Donc, on a 1 ou 2 internes qui échappent parce que vraiment, l'équipe connaît très, très bien le CHU, l'université, le doyen, et que vraiment, ils connaissent l'équipe parce que c'est leurs anciens élèves et ils savent la qualité de ces personnes. Et il y a 1 ou 2 internes qui passent. Mais c'est vrai qu'il y a une inéquité en France sur la possibilité de pouvoir avoir accès à voir ce qui se passe en libéral. Donc, voilà. On parlait d'hémianopsie sectorielle. Je vous laisse développer ce sujet. Merci. Ah oui, juste la présentation. Vous avez le verbatim pour les internes et nous avons 2 petites vidéos qui sont sur notre site qui vous montreront, c'est les internes qui parlent, c'est leur parole. Merci beaucoup, très intéressant. J'aurais quelques commentaires. Je comprends en particulier que les internes qui sont proches de l'installation où qu'elle se situe aillent bénéficier d'un enseignement dans le secteur libéral, privé. Particulièrement parce que, contrairement à ce qui a été dit, ça me permet de rebondir un peu tardivement sur ce que Lavine Garbi disait tout à l'heure, dans les différences publiques-privées, évidemment qu'il y en a, en particulier dans les activités de recours. Alors, je ne reviens pas sur les aspects économiques lourds pour l'hôpital public qui développe des activités de recours. On a fermé ce sujet, mais ça me permet juste de le citer. Et c'est vrai qu'au CHU, les internes voient ces activités de recours que s'ils s'installent dans le privé, ils n'auront pas forcément à développer. Et bien au contraire, ils bénéficient quelques mois avant leur installation d'une activité beaucoup plus courante qu'ils ne voient pas beaucoup au CHU. Et donc, ils peuvent effectivement compléter leur formation. Raison pour laquelle, personnellement, je suis favorable à cette ouverture. Mais, puisque vous citez ce mot d'hémianopsie dans certaines régions, je fais partie de ces régions qui n'ont pas pu développer. Pourquoi? Parce qu'il y a un véritable problème de ressources humaines. Le nombre d'internes est fixé par l'ARS. Les DESC ont des maquettes qui vous précisent et qui imposent aux internes des passages dans les hôpitaux périphériques. Et une région comme la nôtre a plusieurs hôpitaux périphériques aptes à recevoir, en tout cas dans notre discipline, mais dans d'autres également, des internes qui y vont donc prioritairement pour pouvoir remplir leur maquette et présenter leur DESC. Donc, ce n'est pas un refus, ce n'est pas une position hiérarchique de supériorité ou d'hémianopsie, c'est simplement un état de fait qui rend très difficile l'ouverture au secteur libéral, parce qu'à ce moment-là, bon, je ne vous parle même pas du fait qu'ils sont, comme vous le savez, et comme nous l'avons tous été, la cheville ouvrière de l'hôpital. Mais indépendamment de ça, il y a des problèmes de ressources humaines. Oui, il y avait une question de M. Crons. Oui, prenez le micro, s'il vous plaît. Voilà. Bernard Cron. Je vous félicite pour votre présentation parce que c'est un énorme problème que j'ai discuté au conseil d'administration de l'internat des hôpitaux de Paris, puisque je suis vice-président de cette association. C'est une discussion que j'ai eue avec 3 doyens, en particulier pour la chirurgie. Le problème est le suivant en chirurgie. Le doyen m'a même répondu: j'autoriserai volontiers les internes à venir en fin de circuit, parce qu'il faut avoir une certaine bouteille, à condition que vous les laissiez opérer. Et hors de question en libéral de laisser opérer un interne, car le malade s'est confié au chirurgien qu'il a vu. Donc ça, un premier problème. Le deuxième problème en chirurgie, compte tenu de la complexification très importante de la spécialité avec l'explosion de la celluliochirurgie, c'est que si on veut avoir des internes qui fassent des stages, il faut qu'ils aient une certaine bouteille, certes, mais je pense qu'il serait peut-être une excellente solution, c'est qu'ils viennent une fois par semaine dans un centre de référence pour voir des interventions qu'ils ne connaissent pas. J'ai fait ça pendant près de 20 ans quand j'ai quitté l'assistance publique. J'étais resté en excellente relation avec mon ancien patron. Il autorisait ses vieux chefs ou ses internes en 3e, 4e année à aller voir mes techniques, que celles des prothèses biliaires ou des prothèses hernières avant l'ère de la celluliochirurgie. Et je crois que ce qui serait très important, c'est que les internes en chirurgie puissent aller dans des centres de référence une fois par semaine pendant leur dernier cycle. Voilà ce que je voulais faire comme remarque. Mais votre proposition est remarquable. Merci.
Alors, je vois Maxime Roche, je crois, derrière. Oui, Maxime. Bonjour Stéphane, merci beaucoup pour la présentation. Très simple question, vous avez insisté sur le fait que 50% des internes étaient au-delà du 6e semestre, et donc c'était la volonté peut-être d'étudier la capacité d'installation en deuxième temps. Et ceux qui sont avant le 6e semestre, parce qu'ils représentent aussi 50%, qu'est-ce qu'ils ont écrit dans leur verbatim justement, ou est-ce qu'ils se sont retrouvés là par hasard? Comment vous expliquez? Parce qu'en fait, il y a une répartition qui est complète sur tous les semestres en définitive. Oui, oui, oui. On a une répartition régulière. Nous, voilà, on a toujours un petit complexe d'infériorité et on a été plutôt surpris d'avoir pas mal d'anciens. Mais bon, si on raisonne différemment, en effet, on se dit, bah oui, mais plus ils approchent de la sortie, plus quelque part ils veulent voir ce qui se passe. Non, la satisfaction, elle est quelle que soit l'ancienneté de l'interne. Je pense qu'ils viennent pas forcément chercher la même chose. Alors, je suis d'accord avec l'idée que si déjà ils avaient la liberté de pouvoir venir régulièrement, sans se faire regarder de travers par les équipes, ça serait déjà bien. Mais en même temps, quand ils viennent dans les établissements, ils viennent aussi voir différentes interventions, mais une organisation aussi, l'organisation qui est un peu différente. Et je me souviens, je crois que dans le reportage, si vous allez cliquer sur les liens à la fin de la présentation, il y a un urgentiste, c'est ça, il est en première année, c'est-à-dire que je crois qu'il a fait un stage à l'hôpital, puis après il a été aux urgences d'Antony. Et je me souviens, puisque je l'ai rencontré, puisque j'étais venu à la session de sortie des internes, ce qu'il disait et la satisfaction de voir une organisation complètement différente au niveau des urgences. Et voilà, mieux, pas mieux, c'est à eux de juger. C'est pas, mais voilà. Et par rapport aux interventions, pour répondre un petit peu, les internes opèrent avec le chirurgien. Le patient est bien prévenu que l'interne est là. Ils opèrent tous les deux ensemble et en fait, ils apprécient parce qu'ils voient aussi plein de choses. Donc, les commentaires sur les chirurgiens, enfin, les activités à acte, parce qu'il y a aussi tout ce qui est cardiologie interventionnelle et autres, en fait, ils apprécient parce qu'ils font avec. Et là, c'est toute la sagesse du maître de stage de savoir quel est le niveau d'autonomie de l'élève. Ils n'ont pas interdiction d'opérer. De toute façon, le patient est prévenu que comme il y a un aide opératoire, il y a un interne et qu'on travaille ensemble. Parce que c'est vrai qu'à l'hôpital aussi, maintenant, les internes mettent longtemps à pouvoir opérer puisque dans les maquettes, en tout cas c'est le cas pour l'orthopédiste, ils doivent passer par une validation de la simulation avant de pouvoir commencer à opérer. Et avec le développement de la technologie, il y a une forme d'entonnoir, effectivement. Alors, monsieur le doyen honoraire, Henri Coudade, qui peut prendre la parole. Merci infiniment, monsieur, pour cette présentation qui est tout à fait excellente et qui montre qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire pour les hospitalo-universitaires dont je suis, je l'avoue humblement, un pur produit. En plus, j'avais plein de défauts puisque j'étais doyen. Mais je tenais à vous préciser, mais je le vous disais en aparté, que bien avant la loi HPST, la faculté de médecine de Nancy a autorisé des stages dans des établissements privés, en particulier en anesthésie et réanimation. C'était dans les années 2000-2002. Et c'est quelque chose et ça s'est toujours très, très bien passé. Le deuxième point, c'est une remarque aussi. Vous faisiez allusion à un certain nombre de spécialités. Moi, je suis orthopédiste, enfin, j'étais orthopédiste, maintenant je suis un jeune retraité. Mais vous parliez de l'arthroscopie, et je me tourne vers les collègues, et en particulier en Occitanie. Alors c'est vrai qu'à l'époque, j'étais doyen et vice-président d'université, ce qui m'avait permis de manier un petit peu les... Mais pour le DIU d'arthroscopie, c'est-à-dire le diplôme interuniversitaire, qui est une chose quand même importante, on avait fait en sorte que chacun des membres de la SFA pouvait recevoir, y compris dans les établissements privés, des étudiants. Et pour répondre aussi à la question du collègue, ils n'ont pas le droit d'opérer. Peut-être en chirurgie digestive, c'est peut-être un peu plus compliqué que l'arthroscopie, mais je peux vous assurer, d'ailleurs c'est ce que vous venez de dire, que les internes participaient à des gestes sous, bien sûr, le tutorat des membres titulaires de la Société française d'arthroscopie. Il fallait être membre titulaire, et donc ça s'est fait. Maintenant, l'histoire dont vous parliez du collègue, bon, il y a ici un représentant de l'Occitanie, il y a une clinique pas loin de Bordeaux, vous en avez reçu plein, et je pense que ça s'est toujours bien passé, de ce collègue en Normandie. Je pense que c'était au Havre. Oui. Voilà. Donc, on passe au même nom, etc. Ça avait été vite réglé. Parce que alors j'ai donné son prénom, c'est Olivier C, avait demandé effectivement l'autorisation d'avoir des internes à la faculté de médecine de Rouen.
Donc, à la conférence des doyens, mon collègue doyen m'avait dit, tu sais, c'est un mec en privé, tu sais, enfin bon, je lui dis, écoute, tu peux les envoyer les yeux fermés, c'est le meilleur d'entre nous, ils seront parfaitement bien formés et heureux. Et ça a été le cas. Donc, vous voyez qu'on peut être doyen, ancien hospitalo-universitaire et avoir une certaine ouverture d'esprit. Maintenant, je vais vous donner un conseil gratuit, Monsieur le Président. Bien sûr, je demanderai... C'est que si vous voulez faire avancer les choses, pour les internes, vous auriez intérêt à demander à ce que les praticiens du secteur libéral puissent obtenir un titre, c'est très facile, je vous expliquerai en aparté comment, de chargé ou d'attaché d'enseignement. Et je me retourne aussi vers votre collègue Myriam Combe, parce que je n'ai pas eu le temps de prendre la parole tout à l'heure, mais je voulais vous féliciter, c'est exactement la même chose pour la recherche. Pour la recherche, si vous voulez, moi j'aurais tendance à vous poser la question, écoutez, quels sont les index de Hirsch de vos praticiens en privé? On pourrait fixer un index de Hirsch à 2, ce qui n'est pas grand-chose, mais ce qui est déjà ça, pour qu'il soit effectivement en quelque sorte labellisé. Et l'avenir comme ça, tant sur le plan de l'enseignement que de la recherche, pourrait donner, si je puis dire, un nouveau paradigme à l'hospitalisation privée. Merci. En tous les cas, merci. Alors, nous avons 2 interventions à distance. Pardon. Christian Espagnol à Toulouse. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, je voulais juste faire un petit témoignage personnel suite à l'intervention de Bernard Con concernant les problèmes éventuels médico-légaux dans le libéral lorsqu'on accueille des internes. Il se trouve que j'ai été dans une situation un petit peu particulière dans la mesure où dans l'établissement dans lequel je travaillais à Toulouse, on ne recevait pas d'internes toulousains ou de la faculté. Par contre, on avait un board européen qui faisait que l'on pouvait recevoir pour des stages validants des jeunes neurochirurgiens allemands, espagnols ou roumains. Et alors, bien sûr, on a immédiatement, on s'est préoccupé de ce problème donc de responsabilité. On a contacté notre assurance et on a fait un avenant à notre contrat d'assurance qui prévoyait le fait que nous opérions sous notre responsabilité, bien entendu, le malade étant prévenu avec des stagiaires, des jeunes neurochirurgiens étrangers. Et il n'y a jamais eu de problème particulier. Et, ces jeunes neurochirurgiens ont pu faire leur stage dans de bonnes conditions sans que l'on ait aucune difficulté particulière. Merci de ce témoignage, Christian. Et la dernière parole à François Richard. Oui, non, je ne poserai plus ma question puisque Christian Espiano vient de répondre. C'était quel était dans le secteur privé au niveau des assurances, les problèmes éventuels qu'il pouvait y avoir. Merci François. Merci pour votre intervention très intéressante. Merci. Et